Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter un roman pour adolescents qui est le tome 1 d'une série, mais je ne sais pas le nombre de tomes qu'il y a dedans. Et ce tome 1 s'appelle Destiny. Alors attendez, le nom de l'auteur c'est Cecilia Ahern, A-H-E-R-N. Donc, le titre, enfin non pas le titre, il y a une ligne de présentation, je ne sais pas comment ça s'appelle, donc je ne sais pas pourquoi je cherche ici qui dit parfois il faut choisir l'imperfection pour être parfait. Donc comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. Ici nous avons donc dans le monde de Célestine North, chaque citoyen doit être parfait. Quiconque commet la moindre erreur se voit marqué du sceau de l'imperfection. Pour qui a pris une mauvaise décision, c'est sur la tempe. Pour qui a menti, la langue. Pour qui a commis un vol, la paume de la main droite. Pour qui s'est montré déloyal, le cœur. Pour qui s'est écarté du droit chemin, la plante du pied droit. Célestine mène une vie parfaite au sein d'une vie parfaite et au bras d'un petit ami parfait. Elle pense incarner l'idéal de la société. Et si Célestine s'était trompée, si c'était le système qui était imparfait? Pour une fois, un bon résumé qui présente, en gros le monde dans lequel on se situe, présente la situation initiale et montre qu'il va y avoir forcément des petits soucis dans la situation initiale. Donc vraiment un bon résumé. Allez, on va regarder un petit peu le début de ce roman. Et on commence ici. Attention, je zoome. Par la définition d'imparfait, qui n'est pas parfait, synonyme abîmé, défectueux, incomplet, inégal, insuffisant, manqué. Se dit une personne présentant une faiblesse de caractère. Je suis une fille de définition, de logique. Pour moi, tout est noir ou blanc. Merci de ne pas l'oublier. Ne jamais faire confiance à un homme qui, sans y être invité, s'assoit en bout de table chez les gens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon grand-père, Cornelius. Et ce jugement lui a valu d'être banni de chez nous, à jamais. Le problème n'est pas tant le sens de ses paroles que la personne qu'elle visait. Le juge Crevin, l'un des hommes les plus puissants du pays, et qui, malgré le commentaire de mon grand-père l'an dernier, trône encore en bout de table aujourd'hui pour notre repas annuel du jour de la terre. En rapportant une bouteille de la cuisine, papa découvre sa place habituelle occupée. Je vois bien que ça l'embête, mais comme c'est le juge crevant, il se contente de marquer une pause en triturant le tire-bouchon, puis va s'asseoir à côté de maman, là où le juge aurait dû s'installer. Maman stresse. Ça se voit parce qu'elle est encore plus parfaite que d'habitude. Pas un cheveu ne dépasse du chignon compliqué qu'elle seule a pu réaliser, en se déboîtant sûrement les deux épaules. Avec son teint de porcelaine éclatant, elle incarne la pureté absolue. Son maquillage est irréprochable. La robe en dentelle bleu clair assortie à ses yeux. Ses bras ont une tonicité sans faute. En fait, cette beauté, c'est son quotidien. Elle est mannequin. Et 3 grossesses n'ont eu aucune influence sur la perfection de son corps. Même si je la soupçonne, plus que forcément, de s'être fait d'aider. Le seul détail qui trahisse une mauvaise journée, une mauvaise semaine, c'est quand elle rentre à la maison les joues plus pleines, les lèvres plus charnues, le front plus lisse ou les yeux moins fatigués. Une petite retouche et ça la rebooste. C'est une maniaque des apparences, d'autant qu'elle juge aussi les autres là-dessus. La moindre imperfection la met mal à l'aise. Une dent de travers, un double menton, un nez trop gros, la voilà en mode parano. Et elle n'est pas la seule. La plupart des gens réagissent de la même
compris chez les individus. Moi aussi je suis perfectionniste, mais uniquement pour ce qui est du langage et du comportement. Aux grandes dames de ma sœur Juniper, la reine du lycéal. Bref, ça m'amuse presque de voir ma famille stressée comme ça. Le juge crevant, je l'appelle par son prénom, Bosco. Il est le père de mon copain, Art. Je passe chez lui tous les jours. On a pris des vacances ensemble. J'ai assisté à des réunions de famille. Je le connais mieux que mes parents, et la plupart des gens ne le connaissent. Il m'est arrivé de le voir au saut du lit, les cheveux en pétard, du dentifrice au coin des lèvres. Je l'ai croisé la nuit en boxer et en chaussettes. Il dort en chaussettes quand il allait aux toilettes ou prendre un verre d'eau. Je l'ai vu ivre, comaté sur le canapé, la bouche ouverte, une main dans le pantalon. Je lui ai versé du popcorn dans sa chemise, lui ai trempé les doigts dans l'eau chaude pendant qu'il dormait pour lui donner envie de faire pipi. Je l'ai vu danser saoul et massacrer des tubes au karaoké. Je l'ai entendu vomir après une soirée de folie, ronfler, pleurer. Je sais quelle odeur on s'épait. Impossible d'avoir peur d'un être dont je connais à ce point l'humanité. Ma famille et le reste du pays, par contre, voient en lui un mélange de croque-mitaine et de Dieu. Pour moi, il est comme un juré dans un concours télé, un personnage de dessin animé qui adore se faire huer. Moi, ce que j'adore, c'est l'imiter. Art trouve ça tordant. Quand je me la joue, Bosco le juge, arpentant sa chambre de long en large, à grand renfort d'effets de manche, de grimaces et d'index pointés. Le coup de l'index, Bosco le sort dès qu'il croise une caméra. Mais ce côté grand méchant juge, même si ça compte beaucoup dans son travail, je suis persuadée que c'est du cinéma. Attendez de l'avoir vu faire la pompe dans la piscine. Bosco, que tout le monde à part Art et moi appelle le juge crevant, préside un comité bien spécial, la Guilde. À l'origine, la Guilde était un organisme public provisoire, censé enquêter sur les écarts de conduite. Désormais permanente, elle gère les investigations concernant les citoyens accusés d'imperfection. Des citoyens ordinaires qui se sont rendus de faux pas, coupables de faux pas dans l'ordre moral ou éthique. Je n'ai jamais assisté à une séance haute du tribunal, mais elles sont ouvertes au public et retransmises à la télé. La justice est respectée puisque, en plus des témoins du faux pas en question, les proches de l'accusé sont appelés à témoigner en sa faveur. Le jour de la révélation, les juges décident si l'accusé est oui ou non imparfait. Si oui, les motifs sont révélés au grand jour et on marque au fer rouge la personne d'une lettre I. L'endroit marqué dépend de la faute commise. Pour qui a pris une mauvaise décision, la tempe. Pour qui a menti, la langue. Pour qui a commis un vol envers la société, la paume de la main droite. Pour qui s'est montré déloyal envers la guilde, la poitrine au niveau du cœur. Pour qui s'est écarté du droit chemin, la plante du pied droit. Les condamnés doivent porter en permanence un brassard orné d'un i rouge, de sorte à pouvoir être identifiés en public et servir d'exemple. Ils ne vont pas en prison car ils n'ont rien fait d'illégal. Par contre, ils ont commis des actes jugés nuisibles pour la société. Ils continuent à vivre parmi nous, mais sont ostracisés et soumis à des règles distinctes. Voilà, je m'arrête ici pour la lecture du début de ce roman. Attention, je dézoome. Alors, j'ai tenu absolument à vous présenter cette vidéo avant Noël parce que j'ai adoré ce roman. Et si vous connaissez quelqu'un qui a entre 14 et 20 ans et qui est une fille, je vous conseille très fortement de lui offrir ce roman si évidemment elle aime lire. C'est vraiment un très 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 bon tome
mature, je pense que j'en révèle pas trop en disant ça, mais vraiment, très bien écrit, très rythmé, très réaliste. Il se passe plein de choses dans ce tome 1. Du coup c'est pour ça que je me demande ce qui va se passer dans le tome 2 et s'il y a un tome 3 dans le tome 3. Enfin vraiment très bien. Compte tenu de la difficulté de certaines scènes, je le recommanderais pas en dessous de 14 ans, clairement. 14-15 ans, ça me semble vraiment le minimum. Mais après, moi j'ai 30 ans et j'ai vraiment pas eu l'impression de lire un roman pour bébé, parce que le personnage est quand même assez mature et elle évolue au fur et à mesure de l'histoire, et du coup on la voit mûrir en même temps. Vraiment, sa famille est pas complètement à l'ouest, son entourage non plus, ses réactions par rapport à la société non plus. Donc c'est vraiment un livre qui peut se lire après 20 ans, comme, même si c'est ce que je disais au début. Si on accepte de lire des livres pour adolescents, évidemment. Après c'est toujours pareil, il y a des personnes qui, passé un certain âge, ne souhaitent pas lire de livres pour adolescents. Moi c'est pas mon cas, mais voilà, sachez-le, parce que si vous l'offrez à quelqu'un qui a plus de 25 ans, la personne peut l'apprécier ou non, ça dépend des gens. Donc voilà, c'était juste quand même la petite chose à savoir. Mais j'ai trouvé que le vocabulaire employé était très bien, la façon d'écrire est aussi très bien, très bien lisible. Voilà, il y a juste des fois des petites expressions qui vont un peu plus adolescentes, comme vous avez pu le voir là dans les premières pages que j'ai lues. Il y a certains mots qui faisaient quand même un peu plus adolescents, mais en même temps il y a quand même de temps en temps des mots un peu plus recherchés. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne balance pour être lu par des adolescents, mais par aussi des jeunes adultes. Donc voilà, écoutez, pour l'instant je vous recommande à fond ce tome 1. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Et je pense que même si la suite n'est pas aussi bien, ou même si elle est pas terrible, rien que lire ce tome 1, ça vaut quand même le coup. Parce que la réflexion qu'il amorce est quand même extrêmement intéressante sur justement la différence des erreurs et le pardon surtout des erreurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo